Pour la prochaine présentation, on va parler avec Julien Yvon, qui est directeur projet en sécurité technologique de l'information au Mouvement Desjardins. Eux aussi ont eu à développer toute une expertise depuis un grand moment parce que, bon, c'est quand même des données importantes qu'ils ont et il va nous amener sur la perception du risque de sécurité. Mais alors, on va faire une petite transition et il va tout de suite la rejoindre. Alors, Julien Yvon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et donc, c'est ça. Alors, nous, on vous attendait là, pour parler de perception par rapport au risque. Et vous, ce que vous nous encouragez à faire, c'est peut-être de changer notre approche par rapport au risque. On va parler de perception, effectivement, mais on va vous amener avec une étude de cas sur un exemple concret qui est la validation en 2 étapes. Donc, comment inciter les utilisateurs à utiliser spontanément la fonctionnalité d'authentification à 2 facteurs, c'est le sujet. Mais avant, je veux profiter de l'audience et potentiellement des jeunes qui nous regardent pour passer un petit message. Si tu as 30 ans et moins et que tu es impliqué en cybersécurité, postule au Trophée Cybertalent. Il reste quelques jours pour postuler. On a plusieurs bourses et plusieurs prix à remettre. Donc, je profite de l'occasion avant de retourner à mon sujet, écolecyber.ca/trophée pour les détails. Donc, l'agenda, je vais présenter le mandat qu'on nous a donné à l'équipe de sécurité chez Desjardins, la problématique qu'on a rencontrée, notre approche pour y répondre, et je vous donnerai 3 messages de conclusion avant de quitter. Donc, le mandat, on devait répondre à un objectif numérique qui est de favoriser l'autonomie des membres et clients sur nos canaux virtuels. Donc, canaux virtuels, c'est les applications et les sites Internet. Le mandat qu'on avait avec l'équipe de sécurité, c'est à la fois simplifier la méthode d'authentification et réduire le nombre de victimes de fraude sur ces canaux virtuels. Donc, ça n'a pas pris longtemps avant qu'on trouve une solution. On n'a pas été très loin pour la chercher. On a développé donc, la fonctionnalité de validation en 2 étapes. On l'appelait aussi two-factor ou l'authentification à 2 facteurs. Donc, essentiellement, c'est quoi cette fonctionnalité? C'est de recevoir un code par un autre canal que celui qu'on a utilisé pour faire la première étape d'authentification, souvent le mot de passe. Pourquoi on a utilisé cette solution? C'est qu'elle est efficace à 99,9%. Ce n'est pas Desjardins qui le dit, ce n'est pas Julien Yvon, c'est le laboratoire de Google, de recherche de Google, et Microsoft aussi appuie ces données-là. Évidemment, l'efficacité de l'authentification à 2 facteurs dépend du canal que vous utilisez. Un canal physique ou la notification push sont plus efficaces, par exemple, que le SMS, le courriel, pour recevoir le code de sécurité. Donc, et on le voit aussi dans nos données chez Desjardins, l'efficacité est réellement à ces taux-là, plus de 95% d'efficacité. Donc ça fonctionne, on a une solution, on la met en ligne sur nos plateformes, tout va bien. On a un problème. Le problème est le suivant, moins d'1% d'adoption. Donc nos utilisateurs, la fonctionnalité est disponible, nos utilisateurs l'utilisent peu. Est-ce qu'on est les seuls? Donc là, on se pose la question, est-ce que c'est notre fonctionnalité qui ne va pas? Donc là, on se renseigne un peu dans le marché. C'est quoi l'utilisation du 2 facteurs? On trouve des études de Microsoft qui nous dit 11%. Et là, on fait, OK, on est face à un problème, pas juste chez Desjardins, mais de l'industrie en général. C'est sûr que c'est plus que 1%, mais on n'est pas non plus sur un taux d'utilisation de 90-95% chez les fournisseurs numériques qui l'utilisent depuis des années. Donc, on est ambitieux chez Desjardins, mais on est quand même réaliste. Donc, on se dit, bon, on va se fixer une cible. On va se fixer une cible de 2,5% pour l'année. Donc, on va mettre en place des stratégies pour atteindre cette cible de 2,5%. Et c'est à travers cette démarche-là que je vais vous expliquer comment on atteint cette cible-là. Donc, on se pose la question, pourquoi les personnes n'activent pas spontanément? Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le spontanément. On aurait pu le forcer, mais je vais vous expliquer pourquoi on ne l'a pas fait, mais qu'on veut vraiment que les utilisateurs et utilisatrices adhèrent à la fonctionnalité par eux-mêmes. Pour y répondre à cette question, on s'est tourné vers la recherche. On avait la chance ce matin d'avoir le professeur Benoît Dupont. Donc avec le professeur Benoît Dupont, on a monté une chaire, donc la Banque nationale, Desjardins et la chaire à l'Université de Montréal, une chaire en prévention de la cybercriminalité. À l'intérieur de cette chaire, en fait, on offre
on propose à des étudiants de travailler sur des sujets, dont le sujet des perceptions et risques de sécurité. Donc on a une étudiante de maîtrise, Loredane Piris, une étudiante brillante, qui nous a fait une synthèse d'une dizaine de textes sur les perceptions et qui nous explique un peu pourquoi les utilisateurs n'adhèrent pas aux conseils en sécurité qu'on leur donne. Les conclusions sont assez simples. C'est que les utilisateurs vont faire un calcul. Valeur perçue versus effort. Donc chaque utilisateur arrive avec des caractéristiques qui lui sont propres. Son sexe, son âge, son expérience avec les technologies. Il y a aussi des facteurs culturels et sociaux qui vont expliquer l'utilisation ou non et le suivi des conseils en sécurité. Et ce qu'on voit, c'est que souvent les utilisateurs vont surestimer leur propre capacité à se protéger. Pour eux, la sécurité, c'est pour les autres. Pour eux, les risques, eux, ils sont autonomes, ils connaissent la technologie, ils l'utilisent, ils savent comment se protéger. Puis ce qu'on voit, c'est qu'ils surestiment leur capacité et ils sous-estiment le risque auquel ils s'exposent. Ce qu'on voit aussi, c'est les efforts. Donc l'effort de mettre de la sécurité, d'ajouter des étapes, de complexifier un mot de passe, ça, ils vont considérer que les efforts sont supérieurs par rapport à la valeur qui est perçue du comportement de sécurité. Donc c'est vraiment ce rationnel qui va être important. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils connaissent souvent le pourquoi, mais leur perception est vraiment différente et elle est vraiment individuelle. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut retenir quand on fait des stratégies de défense. Donc notre approche, basée sur ces premiers résultats de recherche, ça a été de voir est-ce qu'on va vers une conversion douce, donc on incite mais on ne force pas, ou à l'inverse, on va vers une conversion forcée, donc une utilisation obligatoire de l'ensemble des utilisateurs de l'authentification. On s'est tourné encore une fois vers la recherche pour voir est-ce que les autres l'ont déjà fait et est-ce qu'on peut s'inspirer. On a été voir un exemple qui a été documenté dans la recherche de Fortnite. Je sais pas si tout le monde connaît Fortnite. Si vous ne connaissez pas, trouvez un ado, demandez-lui ce que c'est, il va vous le dire. 250 millions de joueurs à travers le monde. Fortnite est un des plus gros succès dans les jeux vidéo. Donc l'étude ici, c'est 200 joueurs à qui on a proposé un incitatif monétaire, 5 sous, c'est raisonnable, pour activer la fonctionnalité du deux facteurs. Puis ils ont regardé, ils ont fait les études par la suite. Est-ce que les utilisateurs ont utilisé ou pas la fonctionnalité et pourquoi ils l'avaient utilisée? Donc parmi les raisons de l'utiliser, on voit que l'incitatif arrive en deuxième position. Le pourquoi, c'est le bénéfice, la valeur attendue, encore une fois, la meilleure sécurité qui arrive en top des réponses. Et si on regarde du côté des pourquoi ils ne l'ont pas activé, cette validation en deux étapes, le compte n'est pas vital. Donc encore une fois, la valeur perçue par rapport au type de compte est pas suffisante. Et les barrières, la contrainte de l'utiliser, donc l'effort, on retrouve en deuxième. Ce qui est intéressant, c'est le troisième aussi, même pas au courant que l'option existait. Donc là, on voit un aspect de communication qui est important aussi de mettre de l'avant. Donc ça, c'est un exemple qui est intéressant et d'ailleurs, le papier est disponible en ligne gratuitement. Je vous encourage à aller le consulter. Plus proche de nous, un exemple de conversion forcée. McGill a décidé et a annoncé d'ici la fin de l'année, tous ses étudiants, professeurs, salariés qui utilisent les systèmes de McGill devront avoir la validation des étapes d'activer. Donc j'espère qu'ils vont embaucher des équipes de recherche pour faire les études et regarder comment la perception et les comportements vont évoluer. En tout cas, s'ils nous écoutent, je vous encourage à le faire parce que ça, c'est vraiment un des premiers exemples qu'on voit de conversion forcée avec la validation en deux étapes et ça pourrait inspirer peut-être d'autres à suivre le mouvement. Donc je reviens sur notre dilemme, conversion douce versus conversion forcée. Pour des raisons d'appropriation, de gestion aussi, d'appel dans nos centres d'appel et de réputation, aussi de position de marché, on a décidé d'ailleurs vers une conversion douce chez Desjardins. Donc mettre en place des incitatifs pour que les utilisateurs et utilisatrices utilisent la fonctionnalité par elles-mêmes ou par eux-mêmes. Pour ça, on s'est bâti une stratégie, pour une stratégie Desjardins, mais une stratégie qui existe, la sécurité conviviale. Ça peut paraître un peu bizarre comme concept, sécurité conviviale. Depuis ce matin, on entend que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à faire. En anglais, on l'utilise aussi, le terme. On peut l'appeler aussi sécurité applicable, sécurité utilisable. C'est un concept qui est né à peu près dans les années 2000 au niveau de la recherche, qui a été appliqué sur l'utilisation des courriels, la protection de la vie privée, ou encore le chiffrement, l'utilisation du chiffrement. Puis le concept de sécurité conviviale, c'est d'intégrer, d'impliquer l'utilisateur dans le développement des interfaces, dans le développement des processus ou des solutions de sécurité pour centrer le design et l'ergonomie des solutions autour de l'utilisateur pour faciliter son adoption. Donc c'est un concept qu'on
qu'on a explorées et à travers lesquelles on s'est inspiré. Le concept de sécurité conviviale, d'ailleurs, est quand même assez connu maintenant dans l'industrie. Il y a même un symposium spécialisé sur le sujet. Et d'ailleurs, plusieurs des études que j'utilise aujourd'hui sont publiées, donc le SOUP, qui se réunit annuellement en Amérique du Nord. La sécurité conviviale, c'est le croisement de plusieurs pratiques. L'informatique, évidemment, le design et l'ergonomie pour le côté conception et intégration des éléments sur les interfaces, et la psychologie. Donc on a vu que la psychologie pouvait influencer un comportement, et la sociologie aussi, le comportement des autres peut influencer mon propre comportement. Donc la sécurité conviviale, c'est au croisement de ces disciplines. L'objectif qu'on a poursuivi avec cette démarche donc, de test utilisateur et de centrer nos développements sur l'utilisateur, il était multiple. À la fois mesurer le niveau de satisfaction de nos utilisateurs avec nos interfaces, nos authentifications, connaître l'expérience que vivent nos utilisateurs quand ils se connectent sur les plateformes, connaître la perception aussi de sécurité et identifier des pistes d'amélioration tout en ayant un environnement d'apprentissage favorable et pour créer des habitudes de sécurité et de réduire la fatigue cognitive liée à la sécurité. Donc pour ça, on a la chance chez Desjardins de pouvoir s'appuyer sur plusieurs ressources. On a une équipe de recherche, marketing et utilisateurs présente. On a plus de 80 recherches utilisateurs qui sont faites par année chez Desjardins. On a notre propre laboratoire UX, donc il y a plein d'appareils pour collecter plein de données dans des laboratoires avec des utilisateurs qui sont consentants, évidemment. On a aussi des partenariats universitaires. Donc je vais parler un peu plus du Tech 3 Lab par la suite. Et on a aussi un écosystème de fournisseurs avec lesquels on peut faire plusieurs types d'études, de sondages et de collecte de données. Et on a aussi une équipe de recherche marketing avec une communauté en ligne d'utilisateurs, volontaires encore une fois, pour nous aider à améliorer nos produits et nos services. La démarche de recherche utilisateur, c'est itératif. C'est pas on fait un projet, on le livre et on passe à autre chose. C'est vraiment, on va essayer d'analyser, collecter des données, utiliser plusieurs méthodologies, évaluer des solutions, concevoir des solutions, les déployer, puis regarder est-ce que le bénéfice attendu est atteint. Si ce n'est pas le cas, on recommence la boucle, et si c'est le cas, on peut chercher des améliorations aussi. Donc il faut comprendre que c'est en continu, d'où l'importance d'avoir des équipes aussi qui soient relativement stables pour le projet. En termes de méthodologie, donc il y en a beaucoup. On a des méthodologies sur la phase de découverte. Donc on va aller chercher des études, des groupes de discussion. Alors on a aussi des étapes au niveau de la conception, comme on voyait tout à l'heure dans le processus. Donc là on va plus à des tests d'utilisabilité avec des écrans, des maquettes. Et on a des étapes d'amélioration continue. Donc là on va aller chercher des tests AB ou des rapports analytiques directement sur l'utilisation qui est faite des écrans. Donc à la fois des tests qui sont faits sur le comportement, sur les attitudes, et quantitatifs comme qualitatifs. Dans notre cas, notre projet, on en a fait 5, des projets de recherche qui pigeaient un petit peu là-dedans dans toutes ces méthodologies. Les résultats, on en a plusieurs et ils sont pas mal intéressants. On peut voir sur justement déjà, est-ce que les utilisateurs comprennent la fonctionnalité? Donc là, on avait un petit groupe, puis on leur demandait d'expliquer à haute voix ce qu'ils faisaient, et quand on leur présentait l'écran de la fonctionnalité, comment ils interprétaient le texte ou les options qui leur étaient offertes. Bon, on voit que les participants comprenaient assez bien la fonctionnalité, puis on peut voir le vocabulaire qu'ils utilisaient aussi. Ça nous permettait aussi de revoir peut-être nos communications, nos messages. Est-ce qu'on l'explique dans les bons termes? Est-ce qu'ils utilisent validation de d'étape, authentification de facteurs, etc. Donc ça nous permettait aussi de mieux le comprendre. Ce qu'on a fait aussi, c'est de regarder sur le sentiment de sécurité. Est-ce que quand j'active la validation d'étape, est-ce que j'améliore le sentiment de sécurité? Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on regarde au premier test en mars, on était autour de 7. Et après la validation, on est autour de 9 sur 10. Donc on a vraiment une amélioration chez l'utilisateur de ce sentiment de sécurité avec la validation de ça. Donc le bénéfice est réellement là. Au niveau de la facilité aussi, donc en faisant plusieurs changements, on peut voir qu'il est de plus en plus facile de faire la tâche. Donc ça montre aussi l'importance de tester les interfaces et de pouvoir confirmer. Et enfin, l'intention d'utilisation. Donc ça aussi, on a pu vérifier que ça avait un impact sur l'intention chez les utilisateurs. Au niveau des interfaces, on a fait aussi des parcours. Donc par où les utilisateurs passent pour se rejoindre la fonctionnalité et l'activer. Donc ça nous permet de positionner un peu mieux nos logos, nos boutons d'action dans nos écrans, que ce soit sur le mobile comme sur le web. Puis un autre élément qui est intéressant, c'est sur la fonctionnalité qu'on a ajoutée.
ce qu'on voyait, c'est que les gens adhéraient, mais se désabonnaient quelques mois après. Donc là, c'est comme remplir un vase qui est troué. Donc vous ajoutez de l'eau, mais l'eau s'échappe. Donc en ajoutant cette fonctionnalité, ce qu'on voulait faire, c'est essentiellement réduire le désinscription, puis on a divisé par 3 juste en ajoutant cette fonctionnalité. Ça ne paraît pas grand-chose, ce n'est pas beaucoup de développement. Mais ce que ça permet de faire essentiellement, c'est de ne pas achaler l'utilisateur à chaque fois qu'il se connecte sur son mobile. On a fait des tests aussi utilisateurs avec le Tech3 Lab. Donc Tech3 Lab, c'est quoi? C'est un centre de recherche à HEC Montréal, le plus grand centre de recherche en expérience utilisateur en Amérique du Nord. Et ce que ça permet, c'est de capter des données sur les utilisateurs. Je vois un petit coup d'eau. Donc, ce qu'on peut voir avec le Tech3 Lab, ce qu'on peut faire, c'est de capter 3 types de données. Alors, on peut capter les données de type attention, donc avec le regard. On peut capter aussi les types, les émotions, donc avec, comme on voit, que mon ami David qui a pas mal de capteurs sur la tête. Et aussi l'activité neuronale, donc pour voir un peu comment l'utilisateur réagit face à des messages ou face à des interfaces qu'on lui propose. Ce qu'on a fait avec 20 utilisateurs, c'est qu'on a envoyé la petite boîte bleue qu'on voit sur l'écran, qui est imprimée à HEC Montréal sur une imprimante 3D. Et cette boîte nous permet de collecter des données. Donc on a envoyé ça chez les utilisateurs, chez 20 d'entre eux, et on a collecté pendant une semaine des données d'utilisation sur l'application. Donc c'est une première mondiale, et ça nous a valu un article dans le journal. Autre modification qu'on a apportée avec la validation en 2 étapes, donc l'interface, simplifier l'interface, changer les boutons. Pardon. On a simplifié aussi l'adhésion, donc mieux expliquer le message, simplifier les étapes, encore une fois, pour adhérer au service. Et ajout de communication aussi, donc la notification, par exemple, sur l'application. Et on a fait aussi des incitatifs directement dans l'application. Pardon. Au niveau des campagnes de communication aussi, beaucoup plus de messages qu'on a fait. À votre avis, est-ce qu'on a réussi notre objectif d'atteindre le site? C'est ce que j'ai hâte de voir. Combien de pourcents d'augmentation, à votre avis, qu'on a obtenu? Personne ne s'essaye dans le chat. Personne ne s'essaye? Personne ne s'essaye dans le chat. Okay. On va voir s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans le chat. Plus 132% d'adhésion par rapport à la fonctionnalité. Puis on a divisé par 3 le nombre de désinscriptions aussi en même temps. Conclusion, rendez la sécurité plus conviviale, donc développer des interfaces centrées sur les personnes. Mettez en évidence les évidences des conseils en sécurité, donc les bénéfices potentiels. Et 3e, activez la validation en 2 étapes, s'il vous plaît. Si elle existe, activez-la. Si elle n'existe pas, demandez-la au service ou à l'entreprise directement. C'est tout pour moi. Merci. Merci. C'est super intéressant. Je suis curieux. Est-ce que, parce que je vois le cheminement que vous avez fait, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le UX et l'expérience d'utilisateur qui a changé l'avenir de ce service-là chez Desjardins? On peut dire que ça a changé la manière dont on prévoit les projets de sécurité, comment on mesure et on évalue dans le temps l'efficacité. Parce que livrer un projet de sécurité, c'est une chose. Avoir des utilisateurs, c'en est une autre, donc oui. Parce que de partir de 11 et voir une augmentation de 132 c'est important. M. Paquette, avez-vous déjà vu ça chez un client? Bien, je suis content de voir les résultats parce que moi, j'étais membre des Jardins, puis je trouvais que j'étais dans la petite portion. Voir que je ne suis pas tout seul. Je trouve ça super intéressant. Mais effectivement, je pense que on a vécu chez nous parce que notre ciseau, évidemment, comme tout bon ciseau, c'est la première chose qui nous a un peu imposé d'avoir la double identification. Et puis, comme un peu tout le monde, je pense qu'on réagit un peu négativement au départ en venant dire, tu sais, tu viens pour te brancher le matin, tu veux t'organiser ta petite réunion Teams, puis tout à coup, pouf,
Tu sais, je suis serré dans le temps, puis là, je suis obligé de passer à travers la double identification pour y arriver. Mais je pense que de l'autre côté, c'est beaucoup de sensibilisation qu'il faut faire auprès des usagers pour leur expliquer les avantages que ça représente. Et puis, mais par contre, dès qu'on a passé à travers le cycle de la frustration pendant 2 ou 3 fois, par la suite, c'est vraiment un automatisme. Puis je pense qu'on le voit. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas juste les institutions financières. Après, tous les systèmes publics qu'on utilise de plus en plus vont vers ce type de technologie-là, mais je trouve qu'il faut passer quand même du temps pour démontrer c'est quoi les réels avantages pour enlever le niveau de frustration que peuvent avoir les usagers. Puis ça, c'est drôle, hein? Ça arrive dans un contexte où Microsoft arrive avec lui la disparition du mot de passe, mais un système d'authentification à 2 étapes. Alors, c'est pour... Dans le fond, ce que vous dites, c'est que faut que ça passe à nos habitudes. Un peu comme, il y a eu une époque où il n'y avait pas de mot de passe, il y a très longtemps, là, ça donne notre âge. Mais ça existait, un monde informatique sans mot de passe. Il y a eu avec un mot de passe, et là, finalement, on est rendu à 2 étapes. Il y a quand même un aspect assez intéressant. La sécurité va vouloir forcer le two-factor parce que c'est 99% de gains. Je vois Rémi. Est-ce que Rémi, par exemple, est-ce qu'il a tergiversé longtemps avant de pouvoir dire en jump? Le tout effet, comme on l'appelle, est obligatoire. Mais moi, j'aimerais ça savoir, là, quand vous êtes assis dans la salle de réunion, là, puis il y avait, est-ce qu'on le fait la manière forte ou la manière comme vous avez pris, là? C'était quoi les forces qui s'affrontaient, puis c'était quoi les arguments d'un bord puis de l'autre? Qu'est-ce qui a fait pencher? Peux-tu nous raconter un peu? Sans donner de nom, oui. mais en parlant de groupe. Il y a les équipes opérationnelles, donc les centres d'appel. C'est quoi la capacité qu'on a de prendre des appels si demain on a 1, 5, 10, 50% des membres qui appellent? C'est quoi notre capacité opérationnelle à répondre à ça? Puis les équipes de sécurité, évidemment, pour les avantages. Le côté légal aussi, puis tout ce qui est développement des affaires. Donc, est-ce que les solutions numériques sont en place? Est-ce qu'on est prêt à supporter un tel changement? Moi, j'aimerais savoir aussi, dans le même ordre d'idée, lorsqu'on prend une décision comme ça, jusqu'à quel point, parce qu'on sait évidemment Desjardins avec les différentes difficultés, comme toutes les institutions financières ont survécu aussi, est-ce qu'à un moment donné, il y avait un momentum, une urgence de dire il faut qu'on démontre à la communauté qu'on apporte des applications? Puis ça, c'est une belle façon, effectivement, de démontrer qu'il y a une action précise qui se fait puis qui se corrige. Oui, il y a un momentum, et on est basé sur les données de fraude aussi. Donc, est-ce que les données de fraude justifiaient une accélération rapide? Puis là, ce n'était pas le cas, en fait. Oui, il fallait diminuer, il y avait des situations où on pouvait adresser, mais c'est dans les messages qu'on a portés et des modifications qu'on a apportées, mais c'est pas lié par rapport à l'événement. OK. Puis est-ce que, j'imagine que dans la réflexion qu'on fait, puis là, je vais m'adresser un peu même à mon ciseau, parce que c'est des questions où je me dis, c'est quoi le prochain qui arrive? Là? Il y a le two-factor. Ça va durer combien de temps, ça, le two-factor, avant qu'on soit obligé de passer à une autre solution? Julien n'a pas parlé parce que le deuxième facteur, il peut y en avoir beaucoup. C'est pas juste le SMS, c'est pas juste le push. Parce que ce qu'on voit, c'est ça, c'est la notification push, les tierces parties, les Google Authenticator, des duos aussi qui permettent donc ça une meilleure confiance sur le message. On voit la biométrie qui se développe et la commission d'accès à l'information encadre et quand même donne un bon cadre pour en faire. Donc je pense que la géolocalisation aussi qui peut être intéressante. Géolocalisation. Et puis est-ce qu'on sent qu'il y a maintenant une genre de vouloir, on parle, depuis ce matin, on parle d'un environnement de confiance. Est-ce qu'on voit qu'il y a quand même une coercition dans le sens que les gens semblent vouloir plus se parler ensemble pour trouver une façon standard et de l'appliquer sur l'ensemble de l'industrie, ou c'est encore des initiatives indépendantes? Il y a un dossier de l'identité numérique au Québec. OK. Donc ça, je pense qu'il y a une volonté de collaborer. Sur l'authentification, il y a du partage d'informations. Est-ce qu'on est sur une technologie commune? Pas encore. Mais il y a un partage au niveau canadien des institutions financières. Il y a le CBA qui est en place. Donc ça, il y a pas mal d'informations qui sont partagées à travers ça. Mais au Québec, par rapport au dossier de l'identification officielle qui est travaillé par Québec, il y a Desjardins, il y a la Banque nationale qui sont partenaires là-dedans? Oui, chacun y va avec son projet, mais effectivement, il y a des tables d'intégration entre les trois.
Ça serait intéressant de voir. Pour des produits qui sont développés spécifiquement pour le Québec, là. C'est une allée intéressante. Est-ce que, Dominique, il y a des questions? Non, ce qui est clair, c'est qu'il y a un enjeu sur l'identification et l'authentification, parce que c'est dans l'air du temps, puis aujourd'hui, on est beaucoup plus facilement attaquable en tant qu'être humain que par toutes les technologies, pour peu qu'on fasse notre bonne hygiène informatique correctement. Donc c'est sûr qu'il y a un vrai enjeu, puis un vrai point d'attention sur cette notion-là de prouver qui on est, et puis de le prouver pas juste avec mon user mot de passe, au soleil 1, 2, 3, patate 1, 2, 3, bien connu par toutes les entreprises québécoises, mais avec le deuxième facteur, le cellulaire, la clé, la géolocalisation, mon habitude, tous des facteurs. On parle de multi-factor authentication, pas juste de deuxième facteur, hein, pas de two factor, vraiment de multi-facteur, donc tout un écosystème. Ça permet de répondre à la question aussi, c'est quoi la prochaine? C'est comment on prouve que c'est vraiment la bonne personne. Donc c'est tout un enjeu là-dessus. Il n'y a pas encore de standard universel. On aimerait bien qu'il y ait un standard universel. On parlera tout à l'heure avec une personne de Microsoft, qu'est-ce qu'ils font pour nous, et puis avec leur notion de passwordless. Comment est-ce qu'on enlève ce fameux mot de passe qui fait mal là, aujourd'hui, qui est à la fois la clé unique. Puis donc, pour moi, c'est des sujets qui sont vraiment passionnants et des sujets d'avenir en tout cas. Un très bel exemple en tout cas dans le mouvement Desjardins, d'avoir réussi à faire accepter autant de monde. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Malheureusement, c'est 99% d'efficacité. Sinon, du côté des gens qui regardent en ligne, est-ce qu'il y a eu des questions? Tout le monde était bouche bée devant vos résultats. Il y a des questions très intéressantes pour le mouvement Desjardins. Si l'application Push sera bientôt accessible pour accéder. Alors peut-être que tu n'as pas la réponse, Julien. C'est peut-être. La notification Push sera accéder? L'application? Ouais. Elle est déjà disponible. Ah là là, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas testé. De poser la question. Donc oui, elle est déjà disponible. C'est un des canaux qu'on a rajouté. On a enlevé le courriel parce que celui-ci est trop faible en termes de niveau de sécurité. Et on a ajouté la notification Push. Alors on peut déjà l'essayer. Un utilisateur de plus de satisfait. Dans l'air du temps. Un petit cadeau? Mais oui, évidemment, j'ai une petite carte, la carte réflexe. Je trouvais la carte réflexe. Merci Julien pour nous avoir partagé les mécanismes pour que chacun intègre les actions simples de sécurité avec la méthode douce. Hein. Ça, j'aurais pu le rajouter. Pour faire de chacun de nous des maillons forts. On parlait de chaîne, mais on va être des maillons forts. À nous maintenant de relever le défi, développer nos intuitions et nos bons réflexes sécuritaires. Bravo en tout cas d'avoir trouvé la fameuse méthode douce, qui est une belle éducation pour des gens de sécurité qui parfois veulent essayer de faire juste la logique et le bon sens. Il faut aussi prendre l'aspect humain. Merci beaucoup Julien pour ton temps. Julien Yvon, merci. Merci.